Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Ça brasse pas mal de monde, de mentalité, d'esprit et de tronche aussi, parce que bon voilà, c'est ce qui est intéressant dans le dessin, c'est dessiner des gueules, et j'en ai vu quand même pas mal quoi. Parce qu'on va me dire oui mais non, enfin c'est devenu comme ça. Maintenant on peut rire de tout, mais peut-être pas de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que je pense que les codes ont changé, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait ça sert à rien. C'est con à dire. Moi, me lever le matin, me dire que je suis en bonne santé, j'ai de la chance d'avoir des amis, j'ai un toit, enfin tu vois, pour moi c'est déjà pas mal quoi. Je fais partie des privilégiés, hein. Enfin... J'ai dit ça. Le monsieur se prend pour un journaliste. Avec sa petite caméra, avec ses petites lunettes. Ah bravo, hein. Bravo. Minute papillon, j'étais à l'œil. Non mais, tout ça pour dire que la comédie, c'est aussi un moyen de raconter des choses pas un peu graves, en fait. Raconte la rencontre. Bonjour Olivier Legrain. Bonjour Anthony. Bienvenue sur Raconte. Ben merci. Et comment vas-tu? Chaudement. C'est l'été? C'est l'été, enfin, ça y est. Ça fait 9 mois qu'on attend, non, il est là, c'est bon. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter brièvement? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis bruxellois, je suis belge bruxellois, et je suis illustrateur de formation, et j'aime beaucoup écrire des scénarios, je sais pas comment, c'est comme ça qu'on dit, hein. Je pense scénario, c'est tout à fait des commun. Scénarios. Je pense. D'accord, et essentiellement des dialogues de films, voilà. J'aime bien jouer avec les mots et créer des échanges entre des personnages, c'est quelque chose qui me plaît depuis très longtemps, mais je suis essentiellement dessinateur, voilà. Et j'aime beaucoup la peinture également. Donc voilà, je reste dans une spirale un peu artistique, on va dire, depuis toujours d'ailleurs. D'ailleurs, pour contextualiser où nous trouvons ici actuellement. Dans mon salon. Un peu transformé pour l'occasion. Oui, merci d'avoir déplacé le meuble, que voilà, ça m'a évité une hernie discale, donc c'est bien, merci. Et donc on est dans mon appart, voilà, que je vis donc à Bruxelles, à Uccle, hein. Je sais pas si ça se dit, voilà. Et je suis ravi de vous recevoir en tout cas dans mon antre, comme on dit. Et donc voilà, c'est pas courant que je parle à une caméra, mais c'est une chouette expérience, et d'autant que le courant passe bien entre nous, donc je pense que ça va être sympa. On va continuer. Okay. Dans ton antre, comme tu le dis, tu y fais quoi? C'est ici que tu travailles? Tu travailles pas en atelier? Tu travailles principalement chez toi? Oui, essentiellement, je travaille chez moi, mais c'est parfois un peu un problème parce qu'effectivement, comme j'aime bien me nourrir du monde et de la vie, c'est-à-dire à partir du moment où on écrit des scénars, où on dessine, ben on peut pas rester cloîtré chez soi, ou alors uniquement regarder par la fenêtre. Donc souvent, je pars de chez moi, je vais dans des endroits, sur des terrasses, dans des bars, ou dans les parcs, ou alors où je vais à la mer, j'aime bien bouger de chez moi tout de même. C'est pas un endroit définitif, c'est pas mon bureau, étant donné que ma chambre est à 6 mètres de ce bureau-ci, donc c'est très tentant de faire la sieste d'une part, mais en même temps, c'est bien aussi de voir du monde et de créer des interactions pour être dans la vie, quoi. Parce que vivre seul et travailler seul dans un endroit avec, voilà, ça c'est parfois, c'est un peu compliqué des fois pour nourrir la créativité. On a besoin de moteur, on a besoin d'interaction avec le monde, quoi. Voilà. Et ces interactions, tu les trouves un peu sous une forme d'errance? Tu disais dans les bars, à la mer. Ouais. Il y a des bars à la mer aussi, donc je fais ceux d'ici et ceux là-bas. Non, mais j'aime bien me balader. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est vraiment parce qu'il peut se passer des choses juste visuellement. Enfin, voilà, il y a des choses on croise des gens, on les croise pas. Enfin, et puis j'aime bien, comment dire, je suis pas très méditation transcendantale et tout ça, mais le fait de marcher, de errer, comme tu dis, ben ça fait du bien à l'esprit et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes dans la créativité, je trouve. Voilà. Mais j'ai besoin des gens, en tout cas. Je suis pas un solitaire à tout prix. Même si je vis seul et que j'aime ça, je ne recherche pas absolument
une forme d'isolement. J'ai besoin vraiment d'interaction, d'interagir, de rencontrer des personnes, voilà. Et si le courant passe, ben, évidemment, tant mieux, mais voilà. Comme on rencontre de tout, ben, voilà, ça fait partie du package de la vie sociale. Il y a un type de personne que tu cherches en particulier ou c'est tout le monde? Une grande blonde avec un 85D, par exemple. Pourquoi pas? Mais non, ça, je la refais. Oh non, on peut la laisser, il n'y a pas de problème. Assume. Ouais, j'assume complètement. Non, mais ça peut être une rousse, hein, c'est ça que je veux dire. Non, mais type de personne, non, pas du tout. Non, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien fréquenter des personnes plus âgées. J'allais justement dans des vieux bars, comme il y en a plus tellement à Bruxelles, des vieux bars authentiques bruxellois. Donc maintenant, voilà, c'est tous des endroits un petit peu aseptisés. Pardon? Aseptisés. Ouais, c'est ça. Il manque un petit peu cette espèce de truc, un peu cette touch bruxelloise que tout le monde adore et en même temps qui fout le camp un peu dans tous les sens. Tout un petit peu fait comme tu dis. Voilà. Maintenant, tout le monde fabrique sa propre bière. Il manque un peu des baies de bar avec des baies de bière, en fait. C'est ça que je veux dire avec voilà, maintenant, quand tu payes une bière 8 € parce que elle était, c'est un peu saoulant, si j'ose dire, dans ce sens-là, quoi. Et donc, c'est même plus très funky de sortir à Bruxelles parce que, voilà, ça devient, tout est un peu pareil, les publics sont pareils, et puis bon, après, il y a rien à faire, le public, c'est plus le même que, voilà. Moi, j'ai l'âge que j'ai, donc, quand je vais dans un bar, c'est souvent des mecs qui ont 20 ans de moins que moi, et ça devient, voilà, créer des contacts, moi, je sais pas, je fais plus penser au père de famille qui vient chercher sa fille ou son fils, bon, demain t'as examen. Donc voilà, je suis assez seul, ou alors je vais avec un pote ou quelques personnes, ben, on va s'encaner dans un endroit, hein, c'est plutôt des restos à ce moment-là, parce que j'adore aller au restaurant. Ce que tu recherches dans les bars, c'est une forme d'authenticité. Dans les bars? Oui. Ben, je sais pas si c'est le fait que oui, parce qu'en fait, ça a toujours été des endroits importants pour toi. Qui sont des endroits, pardon? Importants pour toi? Pas importants, hein, mais qui sont quelque part un moyen de rencontre. Mais de toute façon, le bistrot a toujours eu c'est un cercle social, hein? C'est un cercle social, et j'ai envie de dire que c'est le plus simple, le plus accessible au coin de ta rue. Il y a moyen, bien que là où j'habite, il n'y a pas grand-chose, mais c'est un endroit où tu peux rencontrer effectivement des personnages ou en couleur, ou alors c'est souvent les mêmes, ou alors c'est des gens, voilà. Tu peux avoir de tout en fait là-dedans. Et moi j'ai écrit pas mal de scénars et de dialogues et de dessins. Enfin, je me suis beaucoup nourri de cet endroit qui est un endroit finalement de passage, hein, parce que bon, il y en a qui ils restent là de 9h à 9h, mais il y en a qui restent 5 minutes, il y en a qui restent. Donc ça brasse pas mal de monde, de mentalité, d'esprit et de tronche aussi, parce que bon voilà, c'est ce qui est intéressant dans le dessin, c'est dessiner des gueules. Et j'en ai vu quand même pas mal, quoi. Et voilà. Donc, mais c'est pas un lieu, je me dis, voilà, je vais là-bas pas tous les jours déjà. D'une part, j'y vais pas pour moi, pour mon foie, et voilà. Et ça n'empêche pas, en tout cas, quand j'y vais, d'y passer du temps, parce on peut rencontrer effectivement des chouettes personnes. Et puis bon, parfois l'alcool aidant, voilà, ça dérape ou pas, quoi. Mais bon, voilà, à ce moment-là, voilà. Maintenant, j'essaie depuis longtemps mettre le holà, comme on dit, à ce niveau-là. Avant dérapage. Pardon? Avant le dérapage. Oui, avant le dérapage, oui. J'en ai connu quand même pas mal avant, et là, pour le coup, voilà. Je laisse les autres déraper, et je prends des notes, et voilà. Chacun a son rôle aujourd'hui. Ça s'est un peu inversé. Il y a plusieurs écrivains comme ça qui ont fait toutes des carrières dans des bars, même en étant fortement alcoolisés. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y a quand même des gens très notoires qui ont fait ce genre de pratique autrefois, souvent. Ah oui, bien sûr, mais quelque part, de toute façon, l'ivresse, c'est quelque chose qui est quand même, voilà, on dit que c'est pas bien, tout ça, enfin bref, il y a tout ça, mais il y a le dictat mais quand on est désinhibé, effectivement, on se livre plus facilement, et puis les échanges se créent comme ça. Moi, j'ai rarement rencontré une femme à jeun, hein, je suis désolé de le dire, mais même autour de moi, je connais peu de gens qui ont fait des rencontres amoureuse ou quoi, en buvant du thé vert, ça n'existe pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de souvenir de quelqu'un qui m'a raconté ça. Je suis allé avec Béatrice au parc, nous avons bu un thé vert,
nous sommes embrassés fougueusement. Je pense que ça peut se trouver, mais on va enquêter. Je sais pas. On va enquêter. Oui, je serais quand même curieux d'avoir la réponse. Mais en fait, t'es timide. Oui. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend. Parce que le fait d'accepter de venir, pour moi, je me dis, ça va, il faut le faire. C'est pas une timidité maladive, hein. Je suis pas du genre à longer les murs. Mais je me livre, voilà, je mets un petit peu de temps. Et c'est curieusement avec le temps que je mets plus de temps, en fait. Je sais pas si c'est une expression si je suis clair, mais je me livrais beaucoup plus, j'étais plus vite spontané. En étant plus jeune. Quand j'étais plus jeune, ouais, et beaucoup plus dans la dans l'instant, puis dans la provoque aussi, dans le pour aller chercher exactement qui est devant moi. Il fallait que je teste quelque part plus vite pour avoir un peu, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne. Il fallait, voilà. D'ailleurs, à l'époque, quand on est jeune, on a beaucoup plus de liens, de connaissances, d'amis, de copains, de copines. Je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas le GSM, hein, quand je sortais, donc on avait des carnets avec nous, on s'amusait à prendre des numéros de téléphone, on allait dans les bars, on donnait rendez-vous là, à tel endroit, on allait boire, voilà, tel endroit, à 8h, on était là. Si les autres étaient là, tant mieux. S'ils n'étaient pas là, tant pis. Quoi qu'il arrive, on se stressait pas avec ça, on se baladait dans le centre-ville essentiellement, et finalement, on se recroisait. Enfin, il n'y avait pas non plus 1 milliard de bars, c'était toujours, voilà, le centre de Bruxelles, il y avait une sorte d'îlot avec une dizaine de bars, mais les soirées étaient, voilà, on regardait pas l'heure. C'était l'insouciance. Et ça, c'est les plus belles années, entre guillemets, de ma vie. Même si je passe encore de belles années, mais évidemment, mais c'est tout à fait autre chose, quoi. Aujourd'hui, quand tu te bourres la gueule, la facture, elle est très, très lourde. Donc, tout ça, c'est des trucs, voilà, parce que ton corps change, ton esprit change, puis de tout. Enfin, voilà, tes hormones, ton sommeil, ton travail, enfin, tout. Donc, à un moment donné, ben, tu te retrouves à un peu te maîtriser, quoi, un peu plus. Et ça n'empêche pas la fantaisie, hein, ni les rencontres un peu, tu vois, ni les soirées, mais voilà, il y a des moments où je me dis, tiens, voilà, il est temps de rentrer, par exemple. Et avant, pas? Avant, non. Il fallait que je rentre à 10h du mat. Mais tout ça sans prendre de drogue, hein. C'était vraiment un truc... voilà, c'était de l'amusement pur et dur. J'avais une bande de potes, on était très liés, et puis voilà, il fallait qu'on sorte tout le temps partout, qu'on aille à tous les vernissages, et voilà. Et on dansait, on rigolait, on vannait, on mangeait des frites en plein jour, parce que la soirée, voilà, était finie, mais il commençait à faire jour, donc l'after de after. Ça c'est, ouais, c'est ça, mais jamais, tu vois, sous substance et tout ça, jamais, c'est pas l'occasion qui manquait, mais ça m'intéressait pas. Moi, j'aimais bien, c'était déconner, voilà. Quand il y a des mecs, quand je leur dis ça, ils me croient pas, mais bon, voilà. Moi, j'ai toujours aimé boire des verres et rigoler, et voilà. Pas besoin de plus. Quand l'énergie était bien, voilà. Quand l'amitié était vraiment là, finalement, c'est ça, le bonheur, tu vois, quand t'es avec des gens chouettes et que tu te marres, voilà. On en a parlé en préparant cette interview. Je crois que dans ta famille, quelqu'un avait un bar d'ailleurs. Oui. Tes grands-parents, non, c'est pas ça? Oui, mon grand-père maternel avait un bistrot de village, ouais. Où ça? C'est un bled qui s'appelle Thirimont. Alors ça, pour te dire exactement où c'est pas très loin de la frontière française, mais c'est vraiment au-dessus de Charleroi. Enfin, vraiment, voilà, je connais pas la route. Loin d'un grand centre urbain. Pardon? Loin d'un grand centre urbain. Oui, absolument. C'est vraiment le village. Il n'y a pas plus, comment on peut dire, c'est une image un peu d'Épinal complète. Le bar, l'église, l'épicerie, et des champs, enfin vraiment le truc. Il y a moyen de s'emmerder ferme, hein, là-bas évidemment. Bah, du coup, comme il y a un bistrot, bon voilà, avec un jukebox. Donc, voilà, moi quand j'allais là-bas, c'était ça. Bon, à l'époque, j'étais plutôt un garçon, j'étais plutôt branché Fanta, donc mais j'aimais bien mettre. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 5-6 ans. Ah oui, donc t'étais enfant en fait. J'étais vraiment enfant, okay. Oui. Mais mon grand-père étant décédé quand j'avais 10 ans, voilà quoi, c'était fini quoi. Donc on n'a pas profité du bistrot.
avec mon frère. Ça aurait été pas mal, mais on aurait, voilà. On aurait bien ri, je pense, avec mon grand-père, ouais. Mais c'était il y a longtemps. Ouais, donc... Et après ça, tu as eu un cursus scolaire particulier? Comment ça s'est passé? Ben, comme je suis né, on va dire, à Berchem, ici à Bruxelles, mon père avait une société, il vendait des volets électriques, des stores, tu vois, comme on voit dans les magasins, enfin, tu vois, les tentes, tu vois, les solaires. Oui, tout à fait, des bannes solaires, oui. Des bannes, oui, c'est ça, des volets, des persiennes, tout ça. Donc, c'est une entreprise qui date de son arrière-grand-père, donc, non, oui, son grand-père, le grand-père de mon père, donc mon arrière-grand-père, avait ouvert cette entreprise, donc, fin 19e, quoi, hein, et puis c'est mon grand-père qui l'a pris, puis mon père, puis mon cousin, etc., etc. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale qui date déjà de plus d'un siècle, donc maintenant, hein, donc, voilà. Il y a juste moi et mon frère, on a fait un peu faux pas voilà, on a eu envie de faire autre chose, quoi. C'était pas ton truc de reprendre l'affaire familiale? Non, j'avais pas envie de ça, j'avais envie de dessiner, ça a toujours été mon truc, très, très jeune, j'avais envie de faire du dessin. Et... Ça a commencé comment? Ton amour du dessin, ton intérêt pour le dessin? Ben, en fait, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai commencé très vite, parce que voilà, certainement que, ma mère était institutrice, donc elle avait du matériel de dessin, enfin voilà, donc voilà, et mon père aimait bien peindre aussi. Mes parents avaient quand même une fibre artistique, l'air de rien, mais ils n'ont pas vraiment développé. C'était un hobby. C'était plus un hobby, ils avaient chacun leur métier, vous savez, enfin, ils sont nés juste après la guerre, donc il fallait, voilà, le travail était une valeur qui était très importante, qui était fondatrice. Quand tu voulais créer une famille, ben il fallait avoir des revenus, il fallait avoir, enfin c'est ça en fait, tu vois. À l'époque, cette mentalité était très répandue, hein, il fallait subvenir aux besoins, enfin comme on dit aujourd'hui, et c'est toujours le cas, hein, je dis pas, hein, c'est... Donc voilà, il avait des hobbies, mais c'était plus difficile d'en faire, de ta passion, d'en faire une vocation. Il y avait pas, c'était pas forcément quelque chose qui était, comment dire, encouragé. Il fallait bouffer, quoi. Donc, et ça impliquait aussi faire un boulot qui ne te plaît pas forcément, quoi. C'était le plus important. Un boulot alimentaire. Un boulot alimentaire, et en même temps, comme c'était un petit peu, voilà, une entreprise familiale, ben, il y avait quelque chose, il fallait pas non plus faire faux bon avec ça, quoi. Il fallait rester dans l'esprit de famille. Je pense qu'il y avait beaucoup ça à l'époque, je pense. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'aimais toujours le dessin, et c'est quelque chose que mes parents ont eu comment dire, ils m'ont autorisé de faire de ce que j'aimais un métier, en fait. Ils ont accepté tout de suite, ou comment ça s'est passé? Alors, je sais pas, ça a certainement dû se faire en plusieurs phases chez eux, peut-être, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, j'ai très vite voulu aller dans une école de dessin, comme à Saint-Luc, ici à Bruxelles, et à 15 ans, effectivement, j'y étais, quoi. Donc, comme je faisais du latin, maths, mais comme j'étais une brêle en maths et en latin, et que je passais mon temps à dessiner, ben, à un moment, je me suis dit, bon, bah, autant en faire un métier, autant en faire quelque chose où j'ai eu le moins de maths possible et encore moins de latin, quoi. Bien qu'aujourd'hui, ça m'intéresse, hein, le latin, tout ça, mais bon, bref. Comme j'étais busé tout le temps, il fallait que je fasse quelque chose que je sache faire, à savoir du dessin, et effectivement, une fois que je me suis retrouvé à Saint-Luc, eh ben, mes parents étaient OK pour ça, et ils m'encourageaient vraiment dans cette voie-là, en fait. Mais bon, après, voilà. On fait Saint-Luc, puis on fait ses études supérieures, on réussit ses études, et puis il faut se lancer dans la vie professionnelle, mais voilà, j'ai toujours travaillé beaucoup pour réussir, on va dire, même si je passais toujours tout juste, tu vois. Tu gardes quoi de tes études? De mes études. Comme ressenti, comme souvenir? Bah, de nouveau, c'était, en fait, c'était très amusant. J'ai des bons souvenirs, parce que j'ai commencé à coter. J'ai eu aussi la chance de pouvoir coter, habiter avec un dessinateur de BD,
qui s'appelle Pierre Bailly d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui est quand même assez connu. Je le salue d'ailleurs, c'est lui qui a créé le Petit Poilu chez Dupuis. Et c'était on appelle ça un cocoteur. Donc c'était vraiment le mec avec qui j'habitais. Et on habitait chacun avait sa pièce et on avait un poste de radio entre les deux chambres et on écoutait les Ramones, Slayer, enfin tous des groupes de rock metal, tout ça, à longueur de journée, en dessinant, tu vois. On avait chacun notre petite chambre et on allait aux cours, quoi. Parfois on avait des cours en commun, etc. Mais j'avais pas, c'était un peu mou en fait. Je trouvais le cours d'illustration, j'aimais pas tellement. Enfin bon bref, voilà, c'était Trop scolaire? Trop scolaire, un peu pas très inventif. Et puis voilà, je sais pas, moi j'allais bosser parce que il y avait beaucoup de nanas dans la classe en illustration aussi. Donc voilà, moi j'étais très motivé à partir du moment où il y a eu des filles dans ta classe. Dans l'école, ouais, parce que quand j'étais en primaire, tout ça, il y avait pas une seule nana et il y a rien à faire à un moment donné. C'est quand même chouette d'avoir des copines, quoi. Même si j'étais ultra timide, comme tu dis, mais c'est vrai. Et je me suis dit... Et donc c'était des études, ça me paraît un peu lointain. C'est-à-dire que, ouais, c'était très technique. On a appris beaucoup c'était assez dur, ça, Luc. Maintenant, je sais pas ce que ça vaut en tant que cours, mais en tout cas, en humanité, je pensais que j'étais le roi du monde, mais pas du tout. Hein. J'ai dû recommencer 1 milliard de fois les mêmes dessins. C'était très technique, refaire. Bon, et à la fin, tu sais le faire. Hein. C'est sûr que tes aplats à la gouache, au début, tu les fais mal, mais je peux dire que quand tu as recommencé 50 fois, tu te tenais voilà. Donc, techniquement, c'est pas mal. J'ai appris, effectivement, la gouache, l'aquarelle, l'huile, le lavis, l'encre de Chine, le rotring, enfin... C'est assez ouvert au niveau de la technique, quoi. Bon, après... Après, voilà, c'est pas tout de réussir l'école. Hein. Qu'est-ce qu'il faut réussir d'autre? Qu'est-ce qu'il faut réussir? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à réussir, je pense. Je pense que la vie, c'est pas un truc qu'on doit réussir. C'est quelque chose qu'on doit juste vivre, honnêtement. Ça veut pas dire... je pense que c'est un truc quand on te dit, par exemple, t'as du talent. Moi, on m'a souvent dit, ah, c'est bien, tu dessines bien, t'es un peu l'artiste de la famille. Effectivement, c'est vrai. Ça fait plaisir, on va dire. Mais c'est un peu à double tranchant dans le sens où il y a une sorte de pression qu'on te met, dans le sens où si tu as du talent et que tu as tout pour réussir, tu as plutôt, quelque part, au fond de toi, intérêt à réussir. Je sais pas si je me fais comprendre. Il y a quand même une injonction qui fait que tu peux pas te permettre d'échouer. Parce que tu as tout pour réussir, étant donné que tu as réussi tes études et que tu as du talent. Or, et c'est comme ça pour plein de choses, hein, que ce soit dans l'amitié, dans les relations, à partir de quel moment on peut se dire on réussit quelque chose. Enfin, je sais pas, moi, je pense que c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Moi, je me dis, réussir pour dire j'ai réussi, ça veut pas dire grand chose. Moi, je connais des tas de gens, et ils ont, en se disant, réussi, mais on peut le voir, on peut le lire. Il y a des gens, ils ont de l'argent, ils ont une famille, et ils finissent quand même au bout d'une corde. Donc, ça a pas tellement de sens de réussir, je pense. En tout cas, j'ai appris à me détacher de ce truc-là. Parce que parce qu'en fait, ça sert à rien. C'est con à dire. Moi, me lever le matin, me dire que je suis en bonne santé, j'ai la chance d'avoir des amis, j'ai un toit. Enfin, tu vois, pour moi, c'est déjà pas mal, quoi. Je fais partie des privilégiés, hein. Enfin, faut pas oublier quand même qu'on est... Enfin, quand on voit ce qui se passe, bon, bordel, quoi. Enfin, de quoi on se plaint, quoi. Parce que mon iPhone ne marche pas. Fuck off, quoi. Faut arrêter de déconner. Raconte la forme avec le fond. Mais bien, voilà, après ce côté études, comme tu as dit, assez rigoureux, assez scolaire, etc., c'était quoi ton premier job? Alors, mon premier job... j'ai vendu des animaux en peluche pour gagner pour une association contre les animaux abandonnés. Ouais, j'ai fait très très fort. Et en flamand, tant qu'à faire.
Donc, je peux te redire la phrase. Je sonnais à une porte en je disais: Hallo, dag meneer, wat denkt u over de mensen die de dierrechten verlaten tijdens vakanties? Je me souviens de cette phrase parce que je l'ai dit 1 milliard de fois. Je pense, oui. Et je crois que c'est la seule phrase que je connais bien en néerlandais. Ça a marché? T'en as vendu beaucoup? Le problème, non, j'en ai vendu 2. 2 girafes. Et une bleue et une verte. Et j'ai arrêté directement ce métier. Hein. J'ai bien vu que c'était pas vraiment les portes de la gloire. Tu vois ce que je veux dire? La référence est claire. Voilà. J'aurais peut-être mieux fait de vendre des encyclopédies sur des girafes. Non, mais non, vraiment que dalle. C'était horrible. Je l'ai fait ça une journée, j'étais parti à Gand avec un groupe, voilà. Enfin, on s'est bien foutu de ma gueule quand on avait dû dire qu'alors, où va le girafe? Ben, tu es. Ah, ok. Donc c'était vite, donc j'ai arrêté. J'ai remis ma démission le soir même. Et voilà. après? Non, mais ça c'était, voilà. Il fut tout un temps, donc après mes études, j'avais pas envie de travailler en fait, vraiment. Ce que je voulais faire vraiment, c'était des pochettes de disques pour des groupes de métal. Ça, c'était vraiment le truc. T'adorais le métal à l'époque, si j'ai bien compris. Ouais, c'était ton truc, on était quoi dans les années 80? Plus, hein. On était en 93, on va dire. Oui, donc il y a une bonne scène métal à l'époque. Ouais, c'était les super... Ah oui, c'était l'époque de Judgment Night, Biohazard, Helmet, toute la scène new-yorkaise, enfin... Il y avait vraiment toute une effervescence, les Quicksand, tous des groupes un peu... Bon, il y avait déjà plein de groupes de métal avant, mais c'est à ce moment-là, quand j'habitais avec Pierre, donc dans cet appartement, on a décidé de faire un groupe de punk. Et moi, j'étais batteur, donc, et batteur-chanteur, et Pierre chantait. Et on a eu un ami qui s'appelle Fabrice, qui est toujours mon ami, et un autre mec qui est toujours mon pote aussi. Enfin, on est resté amis maintenant, même si on se voit pas... tous les jours, mais on a fait quand même un groupe qui a duré quelques années, ouais. T'avais fait une crête? Oh oui, non, j'étais blond, oui, enfin, rasé, pas style cage à gougou, mais plutôt Subway, tu vois Christophe Lambert dans le film de Buffy. Oui, tout à fait, ouais. J'étais un gros fan de ce personnage. Et je voulais ressembler à ce mec-là, donc voilà. Et c'était très l'époque Red Hot Chili Peppers aussi, tu vois, Blood Sugar Sex Magic, l'album. Donc c'était un peu, c'est du funk metal, et moi j'aimais bien le côté funk, déconnade, et donc voilà, donc on faisait que ça, et en fait j'avais pas envie de travailler. Moi ce que je voulais c'était faire du rock'n'roll, boire de la bière, sortir, draguer, baiser, rencontrer des gens. C'était vraiment ça le truc. Une fois quand t'as 23 ans, tu te dis ça y est, j'ai bien fait mon boulot, j'ai réussi mes études, le diplôme il est sur la table, maintenant je vais me marier, tant que j'ai des abdominaux, je vais en profiter, quoi, parce que ça ne va pas durer. Mais t'as voulu faire mai 68 avec 30 ans de retard, en fait. Et c'est exactement ça. Et donc voilà, je faisais du sport, enfin voilà, c'est un truc, c'est exactement ce que tu dis, voilà, c'est un peu nos années 70 à nous, les années 90, il y avait un truc comme ça, et sortir, aller voir beaucoup de concerts, rentrer à pas d'heure, enfin c'est vraiment à ce moment-là. Et c'est quand je te parle des années d'insouciance, c'est vraiment celle-là, quoi. Vraiment entre la fin de mes études, c'est-à-dire 91 jusque 98, voilà. Mais après, on est rentré, voilà, je rentre. On a dû vraiment, à un moment donné, j'ai dû commencer à vraiment travailler sérieusement. Mais je faisais quand même des petits boulots, hein, tu vois, voilà. Petits trucs, animateurs dans des camps de motocross, les moniteurs tu vois, dans des trucs de basket. Enfin, je faisais un peu, comme j'étais sportif, je pouvais faire des petits jobs comme ça, mais j'étais pas fan du boulot. Quand j'ai jamais été, un gros assidu du travail, mais bon, je me débrouillais, quoi. J'avais toujours quand même j'ai bossé, effectivement chez mon père. Donc j'ai travaillé dans son entreprise, et puis j'ai commencé à travailler dans des décors pour faire de pub. J'avais des amis, à force de sortir dans le centre-ville, je rencontrais des décorateurs, des photographes. C'était la bonne époque quand même, tu vois. Une bonne scène artistique. Au niveau de la scène artistique, il y avait quand même, et au niveau de la pub, il y avait quand même pas mal il y avait beaucoup de boulot. Et quand tu vois le bouquin de Beck Beder, 99 francs, et quand tu vois le film, que moi j'adore d'ailleurs, tu voyais bien qu'ils avaient les moyens, il y avait un truc comme ça. J'ai très vite été, via, fait des rencontres nocturnes, comme je dis, voilà, dans les bars, où c'était beaucoup de soirées aussi, hein, tu vois, et un peu mondaine, Bruxello, Brixolas, Branchou, rock'n'roll, enfin il y avait vraiment tout un bon brassage. Ouais, c'était vraiment un truc.
Et comme t'étais tout le temps, moi j'étais tout le temps en forme. Enfin, j'étais très ouvert. En fait, je m'ouvrais à tout. En fait, le monde était. J'étais jeune, j'étais conscient d'être jeune. Je me trouvais pas trop mal, bien que j'avais aucune confiance en moi par rapport à la séduction, par exemple. C'était compliqué. Enfin, mais par contre, j'aimais bien être avec des amis, des potes, des copains, des copines. Voilà, il y avait vraiment une chouette effervescence, quoi. Donc là, j'ai commencé à me faire des contacts avec mon carnet, on se téléphonait, hein. Enfin, moi j'appelais d'une cabine, hein. Enfin, à l'époque, j'avais même pas, on n'avait même pas de téléphone fixe, quoi, tu vois, c'était vraiment, avec des cartes. Donc on faisait la file pour appeler son pote, tiens, rendez-vous demain. Alors j'avais fait un book, tu vois, les books de dessins. Donc j'avais fait plein de dessins, j'avais mis des dessins que j'avais fait à l'école, j'avais fait vraiment constituer un beau book de, voilà, et donc j'allais me présenter, comme ça, à gauche, à droite, et j'ai finalement atterri dans plusieurs boîtes de pub. Et pour lesquels j'ai fait pas mal de layout et de storyboard déjà. Donc je bossais pour des boîtes comme TBWA, BBDO, Duval Guillaume, enfin tu vois. Les grands acteurs, oui. Les gros, voilà. Je sais pas si on peut le dire, mais voilà. C'était quand même des fameuses boîtes. Garbarski, McCann Erickson. À l'époque, donc il y avait du boulot et c'était un truc vraiment que j'aimais bien parce que voilà, après tu rentrais dans ce mood-là. Et aussi au moment du tournage. Alors ce qui m'intéressait, c'est les tournages de pub, parce que moi j'aimais bien l'ambiance des studios. Ça a toujours été un truc. Lumière, caméra, oui, décor surtout. C'était vraiment un truc qui m'a toujours fasciné, parce que comme j'ai toujours aimé le cinéma, ben fatalement il y a des films quand tu vois la déco, quand tu vois le design, etc. Tu dis c'est quand même fabuleux. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est dans l'intelligence artificielle, les effets 3D. Bon, ça fait longtemps, mais à l'époque, on faisait les patines, on faisait les trompe-l'œil, etc. Donc, moi, j'ai appris à faire ça. Un côté très théâtral encore, hein. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment, effectivement, la texture des matières. Tu travaillais vraiment l'atmosphère, puis tu savais que tu allais mettre, comme vous ici, hein, vous avez mis des lampes, on a un peu modifié, mais c'est pour vraiment créer un truc. Et j'aime bien créer, moi, des atmosphères. Ça a toujours été comme ça, mon truc, même dans mes dessins. J'ai toujours voulu créer une sorte de profondeur, de créer une âme, vraiment. Et alors, là, après, on travaillait avec des gens comme ça dans des décors, donc t'avais les constructeurs, des mecs qui faisaient les panneaux, des fausses briques, des fausses tuiles, de la fausse pluie, peindre, mettre de la lumière. Enfin, t'étais vraiment dans des rues. On avait fait des pubs pour une boîte anglaise. Je crois que Rémi Belvaux bossait dessus, a été travaillé à l'époque. Je crois, je suis plus sûr, mais en tout cas, c'était vraiment un délire avec tous des freaks, tu vois. Tous des personnages, c'était une phase de cirque, entre guillemets, du fin 19e, des gens un peu amochés, si je puis dire. Ouais. C'était trop péjoratif. Voilà, c'était une parade, de personnages super étranges, comme Carnival, il y avait une série il y a quelques années, et il y a eu comme le film, hein, des années 30, je crois, c'est des années 30, hein. Freaks. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs versions, mais à vérifier. À vérifier. Donc voilà, je veux pas m'avancer là-dessus. C'était en noir et blanc, etc. Et là, c'était plutôt en couleur, on va dire. Mais il y avait tous ces personnages. Alors il y avait le maquillage. Enfin, tout de suite, alors je me dis, waouh, le cinéma, quand même, parce que tout de suite, il y avait pour une pub. Je te parle pas d'une pub pour des chips, tu vois, ici tournée à l'arrache, ou pour une bière, enfin, tu vois, mal foutue, ou. Non, on parle d'une véritable direction artistique. Une véritable direction artistique. Bon, c'était en anglais, tout ça, mais peu importe, il y avait un côté quand même créatif que j'adorais, quoi. Parce qu'on est dans un studio, tu vois, hein, donc une espèce de, chez Monef, hein, tu vois, c'est à Bruxelles, tu pouvais louer des surfaces délirantes, quoi, hein, genre 4 terrains de tennis, t'as des studios qui sont énormes, dans lesquels tu pouvais vraiment reconstituer tout un univers, et là, il y avait de la paille sur le sol, c'était dans un champ, on avait peint derrière les bois, et on avait mis les roulottes à l'avant-plan, et tout ça avec une espèce de brume. Voilà, c'était féerique. Moi, j'ai adoré, hein, franchement. Et ça, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec un mec qui s'appelait Philippe Lambrex, et honnêtement, c'est avec lui, on a fait plein de pubs magnifiques, quoi. C'est vraiment bien. Ça a été un instant décisif, en fait. Ouais, je dis, ouais. Parce que, tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais jeune encore, hein, l'air de rien. T'avais quel âge? Ouais, j'avais 24 ans, quoi.
Ouais, quand j'avais fini à 21 ans, ben je me dis bon allez, je vais m'amuser pendant 2-3 ans. Effectivement, je faisais du rock, machin. Quand je te disais, voilà, voilà, t'es pas fini hein, quand t'as cet âge-là, t'es un peu, t'es jeune mais t'es encore un peu con quoi. Donc il faut un peu créer de l'épaisseur avec de l'expérience. Et j'avais vraiment besoin de ça et j'avais envie de ça surtout. Donc et c'est en faisant que t'apprends. Hein, ça c'est pas nouveau. Et donc j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer des gens comme ça qui m'ont amené dans ce monde-là en fait, qui était quand même un monde qui est à la fois créatif, où l'imaginaire était tout de même si c'est pas moi qui crée le spot, hein, j'étais pas encore dans le centre de création en proprement parler, j'étais vraiment une petite main en train de voilà, mais j'étais en fait là, et ça. De fréquenter, puis de voir les acteurs, de voir les machines, enfin tu vois, c'était des autres caméras que maintenant aussi, tu vois, il y avait déjà tout un truc que ça remonte à 30 ans en fait quand tu réfléchis, tu vois. Maintenant de 4, c'est une vie, hein. Et puis en aiguille, j'en ai fait plein, des pubs comme ça, et puis après j'ai commencé à faire du storyboard pour des courts-métrages, etc. Et puis je me dis tiens, puis ça me plaisait, enfin il y a rien à faire. Puis après j'ai fait de la peinture parce que quelque part créer des décors, c'est créer de l'atmosphère. Comme j'aimais bien les expositions, d'aller voir de la peinture en général, tu vois ce que je veux dire, c'est très très lié. Il y a vraiment, c'est pas dissociable. C'est pas tiens, je vais faire tout d'un coup la gastro-entérologie. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. Il y a tout de même. Il y a un fil rouge, très clair. Il y a un fil rouge, quoi. Tu vois, avec la musique, donc le visuel, la musique. Donc il y avait les clips qui m'intéressaient, puis j'avais envie de faire ça, puis voilà, tout ça. Ça me plaisait bien. Et j'avais une tendance tout de même à aimer tout ce qui était un peu horrifique, l'air de rien. J'ai toujours eu un fond un peu névrosé, ça. De toute façon, ça je l'ai toujours d'ailleurs, mais tant mieux parce que finalement c'est grâce à ça que tu peux faire de l'humour aussi. Hein, donc quand on comprend bien que finalement la comédie c'est issu du drame, voilà. Donc ça reste tout de même une source d'inspiration que la névrose. Mais c'est pas que marrant, on va dire. Mais du coup, j'aime pas cette expression du coup. On entend beaucoup. C'est horrible, horrible. Tu donnes déformation du langage. Donne-moi un coup d'électricité. Hein. Non, on est soft. Ouais, c'est épouvantable. Hier, je buvais un café, mais si je l'ai pas entendu 300 fois en 1 heure, il y avait deux nanas qui parlaient. Parfois, tu as de par conséquent qui est un peu mieux à mon sens, mais. Ça, j'ai pas encore entendu. Ça, c'est pas la même région. Ça. Ah, je sais pas, on verra. Et donc, du coup? Qu'est-ce que je disais? Voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire du storyboard pour des courts-métrages, à rencontrer des réalisateurs, et puis voilà, ça se fait comme ça, donc. De manière assez organique, en fait. Oui. C'est naturel. Par cercle concentrique. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes endroits, finalement, que tu fréquentes à Bruxelles. Tu dis, moi, je vais pas aller au jeu d'hiver, où il faut porter des mocassins. Enfin, tu vois, j'ai jamais été dans un mood, tu vois, un peu BCBG, comme on disait à l'époque, tu vois, avec un peu le rose et orange. Même si j'habite à Hulk, j'ai jamais porté ce genre de truc. Ou alors vraiment, si c'est une soirée déguisée, oui, mais sinon, non, ça je fais pas. C'est pas que j'aime pas. Enfin non, j'aime pas en fait, non, j'aime pas. C'est pas ton style. Ouais, c'est ça. Surtout un pull quand il fait 30 degrés, non. Mais donc je sortais pas, voilà, c'était quand même des endroits un peu rock and roll, machin, un peu interlome, un peu, tu vois, voilà, des bars un peu chelous, j'aimais bien aussi. Ça faisait un peu Scorsese. Il y a beaucoup de fumée, beaucoup de tronches bizarres. J'aimais bien cette ambiance. Des habitués. Mais oui, et puis de temps en temps une bagarre ou tu vois. Il y avait des endroits sympas. Au fur et à mesure qu'on fait cette interview, on commence à comprendre toute la nourriture de certains scénarios et de choses que tu as faites plus tard. On voit un peu toutes ces références qui commencent à se dessiner, c'est le cas de le dire. Dans tes storyboards, dans tes scénarios. Oui, parce que de toute façon, on part toujours de soi pour écrire. Donc, je ferai jamais un roman historique. Enfin, quoique, j'en sais rien, mais ce serait une histoire contemporaine dans ce cas. Mais pour le coup, t'as vu, hein, pour le coup. Pour le coup, il y a une amélioration. Tu vois? Oui, tu t'es rattrapé. Mais, oui. Mais, mais ne nous perdons pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Que tu ne ferais pas un roman historique?
Ouais, ça pour dire qu'effectivement, quand on C'est écrit, que ce soit une comédie ou un drame, enfin, essentiellement, la comédie, comme tu disais, comme c'est d'une part dramatique, on part toujours de soi. Enfin, moi, je me dis, c'est toujours intéressant, c'est pas pour faire une autobiographie, c'est-à-dire ce sont des situations, des ressentis ou alors des moments de vie que tu vis, que tu retranscris avec de l'humour, avec un autre regard, avec une distance, parce que parfois je raconte des choses qui sont graves, mais en même temps il y a moyen d'en rire. C'est un petit peu parfois ce que je trouve qui manque parfois aujourd'hui, cette espèce d'autodérision. Moi je vois ça un peu sur les réseaux, ou même les sites de rencontres, des trucs comme ça. Enfin, quand j'allais dessus, le manque d'autodérision. Qu'est-ce que les gens peuvent se prendre au sérieux aujourd'hui? Parfois c'est un peu désarçonnant. Trop de premier degré. Ah oui, moi je trouve ça, moi je trouve ça presque dangereux, quoi, en fait, de devoir se retrouver tout le temps. Va se justifier ou... Oui, si c'est justifié, non, moi je trouve pas. Je trouve qu'à partir du moment où on prend tout au premier degré, ça doit être dur, quoi. Ça doit être dur, et j'ai l'impression que c'est une tendance comme ça. J'espère que ça va s'arrêter, parce que moi je trouve ça assez épouvantable. On en parlait par rapport à l'humour et tout ça, mais pour en venir un petit peu à ça, mais je pense que l'autodérision, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même te sauver de la névrose, justement, en tout cas de prendre une forme de distance par rapport aux événements qui peuvent être pas toujours drôles, quoi. Enfin, je veux dire, la vie c'est pas un truc drôle, hein. On est bien d'accord, quoi. C'est pas la vie, c'est la vie, quoi. Il y a les deux, mais enfin, je crois que les gens en chient en majorité tout de même. Hein. Faut pas aller très loin pour le voir, quoi. Mais donc, parfois un peu alléger le truc. Et je le fais pour moi aussi, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas toujours simple de le faire, quoi. De prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Mais ça amène peut-être à la fameuse question, est-ce qu'on peut rire de tout? Bonne question. Moi, j'ai envie de te dire oui, mais les autres, mais voilà. Mais je sais que je suis pas le seul, mais je sais que je vais pas aller le crier sur tous les toits, parce qu'on va me dire oui, mais non. Enfin, c'est devenu comme ça. Maintenant, on peut rire de tout, mais peut-être pas de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que je pense que les codes ont changé, en fait, tout simplement, quoi. Par rapport à quelle époque? Les années 80, même l'humour, quand tu vois les films d'Audiard, etc., c'était pas la même façon, la même gouaille, la même façon de s'exprimer. Le langage a beaucoup évolué. Moi, des fois, franchement, hein, j'ai pas d'enfant, hein, mais je crois pas, mais parfois quand je les entends parler, je capte rien, en fait. Les ados? De temps en temps, pardon? Les ados? Les ados, ouais. Des fois, je suis... La génération Z. Ouais, complètement. Des fois, je suis complètement... J'ai dit, bon, alors je chope de temps en temps des bribes pour dire, tiens, ah oui, il y a un moment donné, dans la phrase, moi, je cale. Effectivement, hein, t'as un nouveau langage, mais certainement comme nous, on avait aussi, mais... Oui, j'ai envie de te dire ça. Sans doute que des gens qui avaient ton âge à l'époque, quand toi, tu étais ado, il y avait sans doute ça même... Ah oui. C'est mon ressenti, mais ça n'engage que moi. Oui, mais ça, j'en suis persuadé. C'est juste que moi, je m'en souviens pas. C'était quelque chose qu'on vivait, comme eux, d'ailleurs, le vivent, voilà. Moi, quand je les entends parler, mais en plus, ils ont un de ces débits. Moi, je sais pas, je suis tombé avec deux d'un œil. C'était très drôle, mais je dis, mais ça n'arrêtait pas de parler. Mais au niveau de la com, c'était un truc, mais... Elle ne t'inspirait pas, pour le coup, non. Pour un scénario? Par rapport à tes rencontres de bar Non. D'ailleurs, j'ai changé de table. Je te jure, Ah, carrément. Ah oui. Non. Mais je vais pas demander aux gens de la fermer. Mais à un moment, oui, j'ai dit, tiens, j'ai pensé, j'ai eu une image d'un seau d'eau froide, mais bon, j'en ai rien fait, mais j'étais là, mais c'était dingue, elle parlait fort, et je te dis 200 fois le mot du coup. Donc, bon, faut pas faire une fixette sur ce truc-là, mais ça m'a quand même fait bizarre, et c'était des phrases bizarres. Sans doute que je deviens un vieux con, mais en tout cas, c'est difficile. N'ayant pas, enfin, j'ai vécu entre guillemets avec des ados pendant quelques années. Bon, c'était pas les miens, mais voilà, je comprenais certains modes de langage. Mais si je devais écrire pour des jeunes, je serais un peu emmerdé, quoi, je crois aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand j'écris un scénar ou quoi, je le fais pas, je le fais plus pour des gens de ma génération ou un peu plus jeunes. Tu penses qu'il faut cloisonner? Je sais pas en fait, parce que j'en sais rien en fait. C'est une bonne question.
Est-ce qu'il faut cloisonner, tu veux dire? Est-ce que... Pour une tranche d'âge, pour un type de personne au niveau socio-culturel? Moi, je sais pas, j'ai parfois l'impression que les jeunes aujourd'hui ont moins d'humour que nous. Enfin, vraiment, hein, c'est un truc, ça va faire vieux réac et tout, mais des fois j'ai l'impression ils rigolent pas des mêmes choses, je sais pas, qu'il y a une... C'est logique en même temps, c'est le temps qui passe, c'est le monde qui change, c'est la communication qui change. Ça, il faut vraiment... Mais... je sais pas, c'est curieux, quoi. Donc moi, je crois que j'aurais du mal à écrire, si je dois me dire, tiens, je fais un projet pour des jeunes, la tranche 15-25... Je crois que je serais obligé de m'associer vraiment avec quelqu'un, quoi, d'office. Pour la traduction? Oui. Ouais, vraiment. Hein. Pour moi, c'est un peu, parfois, c'est crypté, quoi. Ben, et en tout cas, eux, ils ont l'air de bien se comprendre. Hein. Donc, c'est déjà ça de prix. Mais ouais, c'est fou. Parce que ça se fait, voilà, c'est presque inconscient. Hein. Le langage, c'est un truc... Voilà, ça change, comme tout d'ailleurs. Et pourtant, tu as fait un scénario qu'on pourrait qualifier d'universel en Belgique qui fait, on va dire, référence. Si on voit demain, je sais pas moi, un Français, un Suisse, on lui parle de la Belgique, il y a de fortes chances que pour un de tes personnages, on soit la référence. Est-ce qu'on pourrait un peu en parler? Bien sûr, on peut en parler. Tu vois de quoi je veux parler? De qui? De qui? Oui. Tu ne vois pas? De François. Ouais. Oui. François Damiens. Qui représente, on va dire, la Belgique à l'étranger pour beaucoup de gens. Ouais. Oui, parce François a fait sa carrière d'une part en Belgique, puis après, voilà, effectivement, il a bien fait de partir sans doute en France, oui, bien sûr. mais par rapport à ça, tu es, on peut dire, le co-auteur de Dickeneck. Je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, comment tu le qualifies. Oui. C'est marqué comme ça, en tout cas sur le générique du film, ouais. Co-auteur, oui. Oui, j'ai travaillé ça avec Olivier à l'époque, Olivier Nofstad, et on a écrit ça. Comment la rencontre s'est faite d'ailleurs? Parce que comment on écrit un film comme ça qui est devenu un peu une référence de l'humour en Belgique et bien au-delà d'ailleurs? C'est quoi la genèse du projet? La genèse du projet, elle est très simple. Elle est un peu particulière. C'est-à-dire que mon frère fêtait son anniversaire. Il avait eu 30 ans en 2002. Et il avait décidé de fêter ça dans une buvette de football, donc à Ouen, ici dans le BOE, tu vois. Au sud de Bruxelles. Au sud de Bruxelles. Et donc, parce que mon père était un excellent footballeur, et donc un jour il devint le président du club, et on avait donc, mon frère et moi, accès à cette buvette pour pouvoir faire un... On en revient au bar, hein, tout doucement. C'est triste à dire. Hein. Non. Pas forcément. Non, mais non, c'est parce que encore une fois, c'est un lieu social. Je ne suis pas... Faut me faire passer pour un poltron. Pas du tout, mais... Enfin, peut-être, je ne sais pas, assume. Hein. Oui, j'assume, de toute façon. Non, mais... Donc on se retrouve là-bas à faire une fête dans cette buvette de football. Il y a une centaine de personnes qui débarquent. On a fait un truc surprise. Et il y avait Olivier Van Hofstad qui était là avec un ami de mon frère, qui s'appelle Didier. Et la soirée se passe, donc tu peux imaginer, donc on a tous 30 ans, plus ou moins, on boit des verres, on rigole, on fait un barbecue, il y a des filles, il y a de la musique, on fait un concert, enfin, grosse fête. Arrive le moment où des discours, parce que voilà, il y avait le gâteau, machin. Moi, j'arrive avec un discours que j'avais écrit, j'avais fait une tartine comme ça sur la vie et l'enfance que j'avais de moi et mon frère depuis qu'on est petit. Comme c'était les 30 ans de Nicolas, je me suis dit, voilà, je vais raconter toute notre vie. Mais bon, j'avais prévu le coup, hein. J'avais amené des personnages, des Big Jim, des trucs, enfin, j'avais habillé ces petits nounours, enfin, vraiment, et donc j'ai fait un sketch d'1 heure en racontant voilà. Les gens étaient morts de rire, et dans la salle, il y avait le réalisateur de Dickeneck qui ne foutait rien depuis un petit temps, et il avait juste envie d'écrire une comédie. Moi, j'étais en train de faire de la peinture, mais j'arrivais pas à percer. Je travaillais beaucoup en atelier.
Et il me dit, ça te dirait d'écrire, tu m'as fait trop rire, il me dit, avec ton speech, est-ce que ça te dit qu'on commence à écrire ensemble une histoire, quoi, un délire, j'ai une vague idée d'un personnage qui serait une grande gueule, qui ressemblerait à Begbie dans Trainspotting. Donc, j'ai dit, moi je dis, ah ouais, enfin, moi, dans la tête, j'ai jamais écrit, en même temps, j'aime bien raconter des histoires, je voyais bien que le public n'était pas, réagissait à mes vannes, donc je me dis, il y a un potentiel, mais c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'avais déjà, si tu veux. J'avais déjà eu, mon père était comme ça aussi. On avait toujours on est un peu les amuseurs, on a un peu les bouts en train dans les soirées. On a toujours été comme ça, donc il y avait quand même un potentiel, mais qui était là, comme, voilà, il y a des gens tu vois, il y a des mecs marrants, il y a des mecs pas marrants, il y a des mecs, voilà. Moi, j'avais ce côté, j'aimais bien ça, quoi. Donc, jouer avec les mots, les métaphores et tout ça. Donc, et imager les trucs, voilà. Et donc, ce mec me propose à travailler sur un scénar. Donc, et là, on était un samedi soir. Et le lundi, on a commencé à travailler, à écrire. Avec ce mec-là, avec ce réalisateur, j'avais déjà fait des storyboards pour ses courts-métrages. Avec José Garcia, l'acteur du Par ailleurs. Et sur ces courts-métrages, j'avais travaillé en déco, voilà, et j'avais joué dedans avec José Garcia. Enfin, vraiment, c'est des courts-métrages, donc c'était Keo et Parabellum. C'est deux films qu'il avait fait dans les années 96, 97. Donc voilà, on était encore jeunes. Et nous, on écrit, ça c'est des trucs qui, voilà, ça fait déjà un petit temps que c'est passé. Donc il y a 5 ans qui se passent. Moi, je le vois plus, Olivier, pendant tout un temps. Et donc, on commence à réécrire des blagues. On va boire des verres, on va au restaurant, on rigole, on prend des notes non-stop, on n'arrête pas, jusqu'au moment où la boîte de Luc Besson nous appelle. Il vous appelle, mais comment ça se fait? Je vais te l'expliquer. C'est parce qu'en fait, si je me souviens bien, la femme de José Garcia, Luc Besson, avait vu les courts-métrages d'Olivier Van Hofstad. Et il faut dire que il avait un peu le style Besson. Il filmait en scope, avec du gros son, des gros travelling. On pourrait dire à l'américaine, pour l'époque, on parle des années 90-2000. Voilà, c'était vraiment il y avait et comme Besson, c'était quand même, moi, je me souviens, Nikita, quand j'avais vu ça en 88, j'avais pris une grosse claque en me disant, c'est un film français. Moi, j'étais fan déjà de Besson, hein. C'était un truc, je voulais travailler avec ce mec, quoi. J'étais un fan de Subway, parce que moi, ce film, je l'ai vu 20 fois, voire plus, hein. J'adore, quand je te parlais du jeu de Christophe Lambert avec ses cheveux, pour moi, c'était un truc que je dis, ce mec, si j'étais une meuf, tu vois, j'étais vraiment, je le trouvais magnifique, quoi. Il avait un charisme, il avait une de ses tronches, ce film était, décalé comme j'aimais bien. Et puis quand on a vu, il y a eu Nikita, puis il y a eu, après il y a eu Léon et tout ça, mais et puis voilà, donc José était avec une, je sais pas, je vais pas dire de conneries. La femme de José Garcia à l'époque a fait un film elle avait écrit un film qui s'appelait Rire et Châtiment, qui était produit par Besson. Entre-temps, je sais pas, et ça on ne le saura jamais, il est arrivé que José parlait du court-métrage belge qu'il avait fait avec nous à Bruxelles. Et de fil en aiguille, José explique à Besson, les deux Belges, là, ils sont en train d'écrire une comédie complètement déjantée, ça a l'air super marrant. Il dit, José, et alors, t'as le gros Besson, ça m'intéresserait de savoir ce que c'est. Parce que, voilà, il avait sans doute apprécié, effectivement, le travail qu'on avait effectué des années auparavant. Et de fil en aiguille, on se retrouve à envoyer notre scénar à Europa. Besson lit notre délire, parce que c'était un délire. On avait pris le parti pris de pas écrire d'histoire parce qu'on était incapable de le faire. Mais c'est un film à sketch, comme on dit. Oui, qu'on en finisse une bonne fois avec cette histoire-là, parce que effectivement, tout le monde, s'il y a une vraie faiblesse dans le scénar, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de réelle empathie pour les personnages. C'est juste une bande de cons qui rencontrent une autre bande de cons et ils font les cons et on avance et c'était des trucs de situation, c'était des trucs les plus débiles, les plus improbables. Moi, pendant tout le temps de l'écriture et après, etc., j'ai passé mon temps à dessiner les scènes. C'est-à-dire que
je me dis tiens, rien de tel qu'un visuel. Enfin voilà, une image vaut 1000 mots, hein, tu vois. C'est Confucius qui disait ça, je crois. Je sais plus. Il faut revoir les classiques sur Wikipédia. On vérifiera. Non, mais tu vois, donc du coup, j'avais fait des centaines de dessins, quoi. Donc on avait un book comme ça. Moi, je voulais absolument. Lui, il faisait des photos. Donc on avait du gros matos. Donc non seulement il y avait le scénar de 120 pages qui était foutraque. Hein, t'imagines un scénar de 120 pages, voire plus, même 150, enfin c'était un délire, mais ça partait dans tous les sens. Mais c'était vanne sur vanne, le personnage, n'importe quoi, tout le monde, enfin voilà. Je me suis dit, nous on sait pas écrire, on en a rien à foutre, le parti pris, on déconne, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Au début j'étais là, ouais t'es sûr, donc j'ai commencé, moi, je me suis attelé à lire les bouquins de Robert McKee, enfin tu vois, Blake Snyder, et tu vois, donc de structurer tout de même, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. C'est un truc, la structure et créer les arches narratifs pour une comédie, c'est super compliqué, c'est un vrai travail. Moi, je suis plus calé pour le comique de situation et faire parler les personnages, au niveau dialogue, par exemple. Donc, pour ainsi dire, j'ai fait tous les dialogues du film, mais c'est parce que, comme je disais, je notais des trucs... en fait, je notais tout le temps, tout, quand j'allais dans un endroit. Que ce soit dans un vernissage, dans un resto, dans un bar, dans une réunion de famille, voilà. Donc t'avais un carnet, comment? Si, oui, j'avais un dictaphone en fait. Ok. Avec des cassettes. Je l'ai toujours d'ailleurs. Tu dois avoir une collection de cassettes formidable. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Ouais, j'avais une. Mais le truc c'est que comme ça coûtait quand même cher toutes ces cassettes, donc j'en avais 5 et je repassais chaque fois dessus. Donc, mais entre temps, je notais. Voilà. Mais j'avais pas encore d'ordi à l'époque, donc je faisais tout à la main, quoi. Mais une machine à écrire, j'avais, t'imagines? En fait, tu travailles comme un réalisateur de documentaire, plutôt. Cette façon de faire. Oui, c'est ou ça. comme un journaliste. Ben oui, parce qu'il y a un côté un peu investigation dans le monde. Tu fais ton tour, tu vas sonder la température dans un endroit. Sociologique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, ce film, quelque part, on dit toujours c'est une comédie, mais en même temps, pour moi, c'est un peu... La sociologie. C'est un peu de ça, ouais. Parce que c'est pas fondamentalement à mourir de rire, hein. Enfin, il y a un fond quand même bien dark derrière, je trouve. Tant mieux si c'est catégorisé comme ça, parce que les gens aiment les comédies, mais il y a un fond quand même... c'est pas si marrant que ça. C'était une volonté de faire rire. De faire rire, mais aussi qu'il y a un fond un peu plus dark, comme tu dis. Mais je pense qu'il est un peu en filigrane. C'est pas un truc ça saute pas aux yeux comme ça, parce qu'il y a pas mal de, comme les dialogues et machin. Je te dis, voilà, le décor est quand même assez soigné. Mais je pense que derrière, même en l'écrivant, je me souviens qu'on écrivait ça, il y avait quand même une forme de, enfin, on écrivait de manière assez sérieuse, l'air de rien, quoi. Parce qu'il y a quand même des personnages qui sont quand même très, très pathétiques, quoi, en fait, dans ce film. J'ai envie de dire tous. Après, c'est pas un film pour faire de la psychologie de comptoir, hein. C'est juste pour dire que ces personnages, pour moi, ils sont fondamentalement malheureux et cons et incomplets. Tu vois bien qu'ils sont, sauf qu'on voilà, on n'a pas développé le côté empathique des personnages, mais ils sont bêtes, quoi. Et voilà, parce que ça aussi, j'en ai rencontré des gens bêtes, mais voilà, heureusement, il n'y avait pas que ça. Mais c'est toujours intéressant de prendre des personnages un peu bancal, comment on dit? Je ne suis pas linguiste. Je sais plus comment on dit. Bancal, je dirais. Michel? Bancal? Bon, je vais encore dire, on vérifiera. Des personnages qui sont de la vérification sur ce coup. Personnages qui sont pas tout justes, quoi. Tu vois, je dis, c'est un peu des problèmes. Pas en sucette, quoi. Bon, ça prend une pointe d'accent très intéressante d'un coup. Qui fait un peu penser à un de tes personnages. S'il vous plaît? Tu commences à prendre une pointe d'accent un peu sympa qui fait penser à un de tes personnages. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'à un moment donné... C'est saisissant. C'est saisissant, ouais. Le monsieur se prend pour un journaliste. Avec sa petite caméra, avec ses petites lunettes. Ah, bravo, hein? Bravo. Minute papillon, j'étais à l'œil. Non, mais tout ça pour dire que la comédie, c'est aussi un moyen de raconter des choses pas un peu graves, en fait. Hein, tu vois,
quand on voit, j'ai revu il y a pas longtemps Un air de famille, tu vois, un film génial de Bakri Jaoui, tu vois, c'est Cédric Clapiche qui a fait ça. Il y a déjà aussi presque 30 ans. Ben, tu te marres, mais le fond est quand même, c'est un peu pathétique, quoi. Il y a quelque chose de, je sais pas, tu sens qu'il manque vraiment une pièce. Ce sont des gens, ils sont morcelés, comme ça, ils sont un peu perdus. Honnêtement, tous les personnages de ce film, quand on regarde bien, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'exploiter les failles chez les personnages. Tu vas pas faire un film sur des gens parfaits ou sur des gens heureux, enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois. Il faut aller chercher là où c'est un peu éraflé. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et en revanche, et c'est vrai que dans Dickeneck, ça manque cruellement d'empathie pour les personnages. Parce que, voilà, on ne s'est pas attardé sur ce point de vue-là. Ce serait à refaire, je le ferais pas du tout ça, quoi. Par exemple. Il n'y a jamais eu un projet de suite? Ah oui, il y a eu presque 5-6 scénars qui ont été écrits depuis, oui. Mais la rencontre ne s'est pas faite? Qu'est-ce qui n'a pas été Ben, quand le film sort, de toute façon, il sort, c'était au mois de juin 2006, il sort en pleine canicule, en plein mondial, en plein Jeux Olympiques, en plein, il y a 150 000 trucs. Donc, début des vacances, etc. Donc, Inconnu au bataillon. Ça n'a pas marché en salle? Ça n'a absolument pas marché en salle. Non. Il y a eu 400 000 en tout, je pense, voilà. Et donc, il n'est pas resté longtemps, vu que c'était vraiment en plein, début juin, donc t'imagines, les jeunes sont en blocus. Les gens sont dehors aux terrasses? Ouais, en terrasse, ou alors ils étudient, ou alors, tu vois, donc il y a eu. Et puis qui va aller voir un film qui s'appelle comme ça, François, il était pas, on le connaît, Florence Foresti, il était pas connu non plus, Marion, elle était un peu connue, mais bon, c'était pas dingue non plus. On peut dire que la plupart des acteurs étaient un peu en période ascensionnelle rapide, mais c'est comme tu dis, pas encore les superstars que certaines sont devenus par la suite. Tout à fait. Et ça, il y a eu une importance sur le plateau. Comment ça s'est fait? Comment vous les avez trouvés comment vous les avez convaincus de venir sur un projet pareil? Ben parce que c'était l'enthousiasme en fait. Vraiment, cette carte-là a été vraiment la carte qui a fait que pour redessiner des centaines de dessins comme ça, juste pour se dire on veut faire ce film. Il y avait cette conviction. Hein. Donc ben voilà, tu ne peux que te motiver à le faire et sans te poser de questions. Ta conviction à toi et à celle du réalisateur. Oui, mais le choix de faire des dessins, c'était pour donner de l'épaisseur au dossier en disant on va arriver vers des gens, on va les bluffer, on va leur montrer un truc délirant. Mais il se fait qu'entre-temps, Besson avait déjà parce que Luc Besson, projet, quoi. Hein. Luc Besson à l'époque, c'est quand même le réalisateur, le producteur, le grand monsieur cinéma français. Il a fait plein de trucs, donc c'était vraiment presque inaccessible comme personne. Ben ouais, mais ça s'est fait parce moi je me souviens, on est allé dans son bureau avec les dessins et tout, donc il a regardé ça comme ça, il était sur le cul quand même, hein, je veux dire. Et puis on fantasmait un casting, tu vois, parce qu'effectivement on s'est dit tiens, ce serait bien Catherine Jacob, tu vois, merveilleuse nana. Elle m'avait toujours fait rire, tous ces films, etc. Tu vois, je me dis, alors Via, José Via, c'était de la débrouille quand même, hein. Et Olivier était un gars qui se débrouillait pas mal au téléphone, et c'était quelqu'un, voilà, on avait peur de rien en fait. Vous y avez été franco? Ouais, mon téléphone, elle a un agent ou pas, on connaît quelqu'un qui la connaît, ok, tac, 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 tac. Voilà, on faisait vraiment mais voilà, ça chauffait le téléphone, hein. Il y avait même pas encore les iPhones, hein, donc, et ça marchait? Comment les gens étaient, quand tu as eu Marion Cotillard au bout du fil? Parce que Marion, on la connaissait parce qu'on avait déjà fait un court-métrage avec elle, mais elle avait 15 ans à peine, 15-16 ans, mais elle connaissait déjà un peu, elle avait un copain, je pense, en Belgique à ce moment-là, je sais pas, elle venait régulièrement. Voilà, Olivier l'avait rencontrée à un moment donné, il avait fait un film avec elle. Et puis c'est Paris, c'est des petits milieux, l'air de rien, tu vois. Et puis c'est pas encore des stars, donc bon, c'est plus, on te donne plus facilement un numéro, tu vois.
que maintenant. Que maintenant, quoi, tu vois. Voilà. Après, pareil avec Florence, tu vois, elle jouait au point virgule à Paris dans le théâtre. On se dit, tiens, elle est quand même marrante, cette nana. Enfin, moi, j'ai pas de télé, hein, mais depuis toujours, mais je voyais quand même, voilà. De temps à autre, je voyais quand même qui étaient les humoristes de demain, enfin, en tout cas, ceux en devenir, tu vois. Parce qu'il y avait eu, voilà, la Bigard, enfin, tout ce truc, c'était déjà la génération derrière. Puis Foresti est arrivé, donc on est allé la voir 2 fois au point virgule, la petite salle là-bas, tu vois, là où Blanche Gardin, tout ça, enfin, ils sont tous passés là-bas, hein, Jérôme Commandeur, voilà. Et on avait été la voir, effectivement, il y avait 100 personnes dans la salle, puis tout de suite, tu vas boire un verre avec au bar, quoi. Puis tu lui donnes le scénar, puis elle se marre, et puis elle dit oui. Puis tu lui montres les dessins, elle dit encore plus oui, parce que je l'avais carrément dessiné, en fait. Donc, ces gens-là, quand tu leur montres leur tronche, dans le projet, ben, leur ego est déjà, ils sont contents, et en plus, ils se voient dans la scène, donc tu vois, tu marques 2 fois des points, et ben, à part dire oui, mais ils savaient pas quoi dire, donc, et on a fait ça avec tout le monde. Et autant Dominique Pinon, autant Jérémy Régnier, autant Jean-Luc Couchard. Et en fait, au départ, moi j'avais pensé, pour faire Claudie Focan, c'était Olivier Gourmet. Donc on est allé voir Olivier, qui vit 2 salles, 2 ambiances, si je puis dire. Pardon ? 2 salles, 2 ambiances. Bah en fait, il voulait Olivier Gourmet. Moi, je l'avais pensé pour faire Claudie Focan, en fait, parce que Claudie Focan, voilà, c'est un nom que j'avais écrit un jour sur un bout de papier. Est-ce qu'il existe vraiment Claudie Focan ? Claudie Focan, non. En fait, je peux te dire d'où ça vient. Pour la petite histoire, c'est que comme je vivais à Genneval, j'avais un voisin qui s'appelait Claudie. C'était un gars, il faisait du vélo. C'était un mec énorme. Et il avait toujours une veste de métalleux. Donc il avait tous des badges, tu vois, Iron Maiden, tu vois, Sepultura, enfin il avait tout, mais des criblés de badges avec des clous, tout. Mais j'étais fasciné par cette veste. Il me la fallait absolument. Mais tu voyais bien que c'était la sienne. Et il roulait toujours en vélo. Et il passait. Mais moi, on était trop petits, mon frère et moi, on n'intéressait pas ce mec, il était plus vieux que nous, tu vois, c'était un ado, mais pour moi, il m'a impressionné. Et il s'appelait Claudie. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais oublié ce mec. Et Focan, parce que, j'ai regardé une émission qui s'appelait Coup de film à l'époque, et c'était présenté par une nana que j'adorais d'ailleurs, qui s'appelait Terry Focan. Terry Focan, c'était une journaliste RTB, je sais pas si tu connais. J'avoue, non, c'est peut-être un peu ancien. C'est un peu ancien, effectivement. Et cette nana, elle était délirante. Je la trouvais super sympa. Elle avait l'air complètement lunaire, comme ça. Mais alors, elle faisait un peu Madame Cinéma, quoi. Tu vois, c'était la Céline Sasson, mais des années 80. Et je la trouvais super jolie. Et Focan. Terry Focan. Je trouve ça tellement sexy. Et donc, j'ai fait, je sais pas pourquoi, Claudie Focan. Il y a une portion de métalleux et une portion de cinéma. Ça fait Claudie Focan. C'est... Ton héros et ton héroïne réunis. Ben oui. Mais t'as vu comment c'est con comme histoire. Ben c'est pour dire que ça vient de là, en fait. Vraiment. Hein. C'est un truc... Quant au personnage en lui-même, ben, c'est François qui l'a un peu... comme c'est un génie de l'impro et de... Il y avait beaucoup d'impro sur le tournage, où tout était écrit. Tout était écrit. Ouais, parce que j'ai soigné, c'était quand même très, le dialogue, j'aimais bien faire ça au cordeau, quoi, tout de même. Voilà. En revanche, et comme c'était mon premier tournage, c'est clair que c'est important de pouvoir laisser de la liberté aux acteurs. Si toutefois ils peuvent faire de l'impro, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire de l'improvisation, hein. Par exemple, Jean-Luc, il est moins fort dans l'impro, mais par contre, c'est une bête de texte. Donc, il va réciter tout vraiment à la perfection. En revanche, Damien, François, ben, il était moins calé sur le texte, un peu comme Foresti aussi. Hein, j'ai envie de dire, ils n'avaient pas bien étudié, mais parfois ils arrivaient, ils connaissaient pas leur texte. Mais comme François est une brute en impro. Ce qui comptait, ce qui était important, c'est qu'ils disent quand même le contenu de la scène. Hein. Voire, il fallait tout de même pas trop partir. Il fallait rester dans le contexte, dans l'intention de la scène, tu vois. Il fallait qu'ils disent telle chose, faire quand même passer telle information pour que ça tienne un peu la route. Mais ouais,
il y a des moments comme ça, bon, il se calait au texte, puis il brodait, quoi. Et parfois, tu pouvais le laisser partir, il partait en roue libre. Il est très fort, hein. Moi, il me fait rire encore aujourd'hui, hein. Enfin, moi, je vois de ces caméras, je suis mort de rire, quoi. Ça... Je sais pas, honnêtement, moi, j'ai pas revu un mec qui faisait ça comme ça. Je trouve ça assez génial, quoi. Comment il embobine les gens et tout ça. Donc, voilà. Mais, on a quand même bien ri, quoi, sur ce tournage. L'air de rien. Mais, même si on était... Pour moi, l'humour, c'est quand même un truc sérieux, en fait. Parce qu'il faut doser, quoi. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est encore pire, il faut vraiment faire gaffe à tout, c'est pénible. Tu le referais ici et maintenant, en 2024? Un film comme ça? Ouais. Oui, moi je le ferais, évidemment. Et tu crois que ça passerait ou pas du tout? Pire. Pardon? Tu crois que ça passerait ou pas du tout? Non, ça passerait, non, mais évidemment que non, c'est bien ça le problème, c'est ça qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus faire ça. Enfin, on peut plus. Et en même temps, il y a des tas de gens qui font de l'humour encore, irrévérencieux. Moi, je suis pour, hein. Enfin, je veux dire, on va rire de quoi après? Enfin, tu vois, si on peut plus rire enfin, je sais pas, moi, c'est quoi ce délire? C'est juste que, il y a moyen de rire encore de tout, comme on disait tout à l'heure, mais voilà, il faut remodeler le truc, quoi. Tu peux plus faire du Michel Leb, quoi. Enfin, heureusement, note. Mais, tout est quand Walt Disney interdit, quand les néo-féministes engueulent Walt Disney parce que soi-disant le baiser du prince charmant, voilà, la princesse n'est pas consentante dans le film. Enfin, faut arrêter de péter un plomb, quoi. Moi, il y a un moment donné, il y a un niveau, moi, vraiment, ça me saoule, vraiment, parce que ça c'est vraiment interdire pour interdire, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est des combats, moi, j'y crois pas, moi, ça. Il y a des trucs, je suis bien d'accord qu'il faut un peu arrêter les conneries. Il y a des dossiers, il faut pas non plus jouer avec le feu, mais rire de certains trucs, parce que c'est pas les conneries qui manquent, hein, honnêtement. Si on peut pas rire de tout ce qui se passe, franchement, on est quand même bien servi en ce moment. Hein. C'est aussi parce qu'on est submergé par l'information, parce qu'on voit beaucoup de choses et sur lesquelles on peut taper, mais il y a de la matière. Mais quand après on te dit tu peux pas rire de ça parce que ceci, parce que c'est là je vais sortir ma banderole, etc. Fuck off, quoi. Honnêtement, quoi. Non, c'est ça. Et quand il y a un manque d'autodérision, pour moi ça implique aussi un manque d'humilité, quoi. Je veux dire, qui es-tu, toi? Enfin, on est que des humains, quoi. On est des truffés de défauts, on fait des conneries, tous, de A à Z, de la naissance à la mort. Enfin, faut un peu oser se le dire, ça, à un moment donné, quoi. Personne n'est parfait. On est tous là pour faire aussi des conneries, quoi. Parce que c'est grâce aussi à ça que, un jour, t'en feras peut-être plus, ou un peu moins, et tu pourras t'améliorer. Voilà. C'est pas forcément réussir mais c'est en tout cas, peut-être évoluer un peu. En tout cas, faire un peu plus de bien pour toi, pour les autres, etc. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais de quel droit, le côté bienveillant, la bienveillance, quoi. C'est quoi ce truc, quoi? Moi, je trouve ça super violent de devoir toujours être bienveillant, comme si on n'avait plus droit à la colère, comme si les mecs voulaient toujours. Moi, il y a quand même quelque chose là-dedans qui me chiffonne un peu, quoi. Bon, après, voilà, c'est des débats, hein, on peut en parler en rigolant, mais je trouve ça extrêmement hypocrite, quoi. De toujours devoir être dans la bienveillance, quoi. Or que la colère, ça fait partie, c'est une partie intrinsèque de l'esprit humain, hein. Enfin, je veux dire... Parfois, ça permet une construction aussi. Si tu veux construire... D'être en colère. Si tu veux détruire, on refuse de détruire, en fait, c'est ça le truc. C'est quand je te parle bienveillance, ça veut dire veiller bien. Parfois, comme tu dis, parfois c'est bien de tout péter pour reconstruire. Quand tu veux faire un nouveau bâtiment, tu vas pas à chaque fois t'amuser à recoller des trucs qui de toute façon vont se casser la gueule. À un moment donné, c'est bien de tout raser. Et parfois ça implique de la violence. Mais on est anti-violent. Comment tu veux faire alors? C'est un peu des pétards mouillés. Moi j'y crois pas, ça m'emmerde. Et à un moment donné, je trouve que, appelons un chat, la colère elle a le droit d'exister. C'est tout. Est-ce que tu es un homme en colère?
Oui, sûrement, oui. Mais je C'est ton passé rigole. punk, ça. Pardon? C'est ton passé punk. Ouais, mais à partir du moment... Révolté. Ouais, mais c'est parce que il y a sûrement derrière ça une peur de vieillir, quoi, à mon avis. Après, si t'es plus punk et que tu fais plus de poésie ou tu fais plus un peu des trucs artistiques, pour moi tu vieillis. Moi je crois que oui, j'ai toujours été un peu en colère, bien sûr, oui, plutôt rebelle, j'ai envie de dire. C'est une forme de colère. Oui, complètement, oui. Mais je la canalise, hein, tu vois, faut pas non plus, voilà, mais il y a des moments, oui. Mais je ne la refoule plus en fait, parce que je sais que c'est mal vu. En fait, le problème, c'est que c'est ça, c'est que socialement, tu peux pas être en colère. Hein. Or que t'es juste là pour déconstruire quelque chose, pour pouvoir redémarrer, tu vois, reconstruire quelque chose. Parfois, c'est bien. La colère, elle peut être très saine, hein, c'est ça le truc. Mais les gens ont peur de ça. Et des colères pour des causes aussi. Et bien sûr, évidemment, mais on le voit bien, quoi. Quand tu vois, il y a des gens. Après, moi, je défends pas toutes les causes. Hein. Il y a des trucs, je m'en tape complètement, mais il y a des choses qui en valent la peine. Enfin voilà, mais voilà. On a le droit de pas être en colère aussi sur des choses qui en valent peut-être la peine d'être en colère. Tu vois, je veux dire, il y a ça, c'est une question de personnalité, une question d'intérêt aussi par rapport à. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de faire rire les gens. Et rire de choses qu'ils connaissent pour leur apprendre, montrer à quel point parfois ils peuvent être bêtes, mais c'est pas dans un but de se moquer d'eux, c'est pour leur dire à quel point des fois, ça serait tout de même intéressant de voir, de pouvoir se projeter dans quelque chose, dans des situations. Oh oui, ça me parle parce que. Tu tends un peu un miroir, là. Oui, c'est ça, mais parce que je suis le premier à le faire, parce que quand je crée ça, je te dis, je parle de moi. Dans chaque personnage de Dick Hennig, il y a du moi, je suis dedans, hein. Enfin, tu vois. Tu vois. Je vais te demander d'enlever le bain également. Bon. Et ce poney. Parce que, comme Il tu arrive sais, dans la chambre à côté, t'inquiète, il dort, je vais le chercher. je suis photographe et le nombre de fois Ouais, où, non. à cause de toi, à cause de ton scénario, on m'a proposé de m'amener un poney, je pense que je peux faire une ferme de poneys demain, un élevage de poneys. J'ai des milliers de poneys qui m'attendent. Donc, je veux savoir, ce poney, Ouais. il vient d'où? Nulle part, c'était une impro. C'est vrai? Oui. Il n'y On était dans cette- avait pas de poney sur le tournage. Non, mais non, ça aurait été bien. Un Ouais. faux poney. Non, effectivement, non. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu peux dire? Va aller chercher le poney. Va aller chercher le poney. Ouais, je sais plus qu'on avait dit ça, ouais. On avait improvisé, quoi. C'est vraiment un truc. Parce que... Belle déconnade, quoi, quand même. Tu vois, je disais ici en riant, mais il y a beaucoup de gens, tu vas un peu partout, qui sont capables de citer des répliques de ce film. C'est quand même fou, ça. Tu vas un peu n'importe où, dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quelle tranche d'âge. Je suis sûr, on arrête quelqu'un ici dans la rue, il sera capable de nous sortir une réplique de ton film, enfin du film que tu as co-réalisé. Et au même titre, par exemple, que C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde. Ouais. C'est un peu des icônes contemporaines, vos films, en fait. Ouais, C'est en train de les sacraliser un peu. ce qui est saisissant, c'est que ça a traversé le temps, en fait. Ça a déjà 20 ans, presque. Ah oui, c'est ça. Il est sorti il y a 18 ans déjà. Et ouais, il a été écrit il y a 22 ans. Enfin, tu vois, et que les jeunes générations aussi, tu vois, parce que c'est les quêtes, tu vois ça, ils étaient pas nés en fait. Hein. Et tu les vois, des t-shirts. Enfin, il y a un magasin de près de chez moi, il y a des t-shirts avec que des répliques du film. Enfin, tu te dis mais. Et comme... c'est délirant quand même. On pourrait faire pareil comme quand toi tu as vu les De Funès ou des choses comme ça, quoi. Bah oui. Tu les as pas vus à leur sortie, mais tu les as vus aussi en rediffusion. Ces trucs intemporels, quoi. Oui, c'est ça. Mais peut-être juste pour faire un contexte, tu as dit ça n'a pas marché en salle après parce que, enfin, tout un tas de raisons que tu viens de citer. Qu'est-ce qui a fait que ça est devenu un phénomène après? En fait, c'est-à-dire qu'en fait, on est en quelle année à ce moment-là? 2006, 2007. Curieusement, en fait, je crois qu'il est passé sur Canal, et puis parallèlement à ça, je crois que chacun, comme tu dis, les comédiens qui n'étaient pas encore des stars, par exemple, tu vois Marion, je crois qu'elle était sur La Môme, quoi, à ce moment-là, tu vois.
Énorme succès. Énorme succès. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a une forme de renvoi d'ascenseur au niveau du CV des comédiens. Tu vois, François, il a continué ses caméras cachées, puis il a joué dans le film que tu disais tout à l'heure, Cowboy. Enfin voilà, il y a eu un petit peu Dominique Pinon. Enfin, il avait quand même déjà un sacré CV, lui. Enfin voilà, super comédien d'ailleurs. Et je sais pas, oui, la sauce a pris bien après, quoi, en DVD, etc. Ça passé quelques fois à la télé, peut-être en prime time. Donc, du coup, les gens ont pris connaissance de ce truc, et puis c'est devenu une forme de phénomène auquel, finalement... Culture populaire. Ouais, c'est resté un truc, ouais. Et puis t'as des mecs qui ont fait des bières, des sauces, des trucs, des t-shirts, c'est resté dans une sorte de... Les noms de bistrot à Lyon, il y a un bar qui s'appelle le Dickeneck, t'imagines, à Lyon. Voilà, quoi. T'as des... ça me fait marrer, quoi. Parce que Dickeneck, c'est un mot que je connais depuis que je suis petit, hein. Oui, c'est du patois bruxellois. C'est du flamand, hein. C'est du bruxellois, ouais. Qui veut dire, pour rappel? Dick, c'est gros, quoi. Gros, et cou, pardon. Cou, c'est neck. Comme en anglais, en fait. C'est pas nez? Non. Ah ouais. Neck. Around your neck. Ça, c'est en texan. Et curieusement, il y a des similitudes avec l'anglais, tu vois. Et Dick, c'est Dick en anglais, tu vois. Mais en flamand, c'est gros. Donc, gros cou, grande gueule. Et c'est un truc que, en tant que Molenbeekois de souche, qu'on disait quand on joue au foot et tout ça, hein, personnel, tu vas faire quand tu passais pas la balle à l'autre, t'étais à Dickeneck, tu shotais sur la latte comme tu vois, t'es un mot passe-partout. Quel Dickeneck ce pays. Et en plus il shotte comme une clette, quoi, c'est bon maintenant, tu vois. Je te jure, bon, ça c'était quand même très on prenait un peu comme ça chez moi, mon grand-père, mon père aussi, très savoureux d'ailleurs, hein, honnêtement. Mes parents étaient quand même des gens très, très, très marrants, quoi. Donc, voilà. Névrosés, mais marrants. Donc, mais ça marche très bien, hein, ensemble. Donc, voilà. Écoute, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Il me reste à te poser la question qui est la même pour tout le monde. Qui aimerais-tu entendre dire, voir dans Raconte à ta place? Un Belge? N'importe qui. Oh, n'importe qui. Mais c'est une personne sur laquelle tu voudrais en connaître plus, un peu comme ce qu'on vient de faire avec toi, pour le ou la décortiquer. Qui que ce soit. J'ai pas pensé à cette question, c'est dingue. Oh, je sais pas. Tu as droit à un bonus, tu peux en mettre plusieurs si tu veux. Oh, écoute... dit comme ça, c'est bizarre. Je suis un fan de David Lynch, hein, ça, c'est sûr. Mais... Est-ce qu'il viendrait? Enfin, je te le souhaite. Tu as son numéro? Non, il a changé, parce qu'en fait, il était chez Orange et... Il est reparti chez Proxy. Enfin... Je lui ai dit, David, tu déconnes. Hein. Bon. Non, écoute, qui je verrai encore bien. Là, c'est quel colle, quoi. J'y ai pas pensé à ça. Mais Fab Caro, c'est un dessinateur de BD. Voilà, je suis fan total. Pour moi, c'est l'humour 5.0 made in 2024. C'est énorme. Ce mec, il vit, c'est un Toulousain, mais je suis sûr qu'il viendrait en plus. Hein. Si j'ai discuté avec lui, il aime beaucoup Dickeneck d'ailleurs, donc ça nous a... Et moi je suis fan de ses bouquins, enfin voilà, j'ai tout acheté, j'ai tout donné aussi d'ailleurs, donc voilà, je ne sais plus où ils sont, tous ces livres, mais tellement c'est dément. Eh bien, invitation à danser. Merci beaucoup Olivier Degrain. Merci beaucoup Anthony. C'était un plaisir. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Mais ça tu verras au montage. Raconte, s'écoute.
se lit et se regarde.